le principe narratif est que je suis dans la tête des services compétents du KGB. C'est-à-dire, en fait, c'est presque un flux de pensée hein, de l'intérieur avec un nous nébuleux collectif, une sorte de vapeur qui représente ces services secrets qui sont partout et nulle part. On ne les voit pas au quotidien. Ils sont comme le système immunitaire. Hein. Vous avez un système immunitaire qui vous protège de tout un tas de bactéries. Eux aussi, et quand tout va bien, c'est invisible. Hein. Vous le sentez même pas que vous avez un système immunitaire. Eux aussi, en fait, ils sont assez invisibles, sauf quand vous faites une ânerie, de leur point de vue. Quand vous publiez quelque chose à l'étranger, ça c'est une grosse ânerie, une grosse bêtise, et là ils se révèlent et ils commencent à vous chasser. Alors ces services compétents, il y a plusieurs personnages, le capitaine Nikonovitch, le lieutenant Ivanov, le lieutenant Koulakov, l'opérationnel Shmakov, tout ça c'est des personnes réelles, des personnages 100% réels, tout simplement parce que j'ai repris les noms des officiers présents lors de la perquisition chez ma mère en septembre 65, quand mon père finalement, après 6 années, a été arrêté. Il y a eu une perquisition chez ma mère et un compte-rendu de perquisition, un peu comme chez nous, j'imagine. Donc quand on vous saisit des objets, on vous dresse une longue liste et ensuite à la fin, les gens signent, enfin les officiers des services signent et donc il y a leur nom, leur grade, voilà. Et donc j'ai repris ces noms-là. Le lieutenant Ivanov, donc à l'époque il est très jeune, ensuite il grandira au sein du KGB. Et il grandira tellement bien qu'il finira général, commandant la 5e division du KGB, qui est chargé de la lutte contre la propagande anti-soviétique, créée spécialement par Andropov à la suite de l'affaire Signalski-Daniel, donc à la suite de l'arrestation de mon père. Alors j'ai mis un temps monstrueux à trouver la bonne attitude par rapport à cette histoire, à mon histoire, la bonne manière d'aborder. C'est évidemment, moi je baigne dans l'histoire de ma famille et de l'histoire de l'Union soviétique depuis petit, mais je n'arrivais pas à le raconter. J'ai mis peut-être 20 ans à trouver cette attitude. Et ça a commencé à se clarifier quand je me suis dit que finalement, si je me plaçais de l'autre côté de la barrière, du point de vue des services compétents, justement, ça va peut-être m'aider. Parce qu'il se trouve que les services compétents sont aussi un petit peu, alors certains vont hurler, mais ils sont un peu victimes, ou ils se sentent en tout cas victimes de tous ces intellectuels qui leur pourrissent la vie. En fait, ils passent leur temps à lire des textes incompréhensibles, pour eux, hein, ils ne comprennent pas. Ils passent leur temps en fait à attraper des nuages, à essayer d'attraper des nuages. Ces intellectuels sont des fanatiques, au sens le plus terroriste du terme. Ils n'arrêtent pas d'écrire. Alors que faut-il faire? Quelles menaces faut-il employer? Et comment les repérer dans cette masse infinie de professeurs, de scientifiques, d'artistes? Comment voulez-vous repérer ces éléments antisoviétiques et voilà, et les arrêter? Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu déjà voilà l'idée de ce regard un peu extérieur. Alors forcément, quand on est comme ça de l'autre côté de la barrière, des choses s'éclairent différemment. Et toute cette histoire m'est apparue vraiment différemment, non pas du point de vue des victimes, mais ni d'ailleurs du bourreau, parce que le bourreau, c'est-à-dire en fait l'idéologie du parti, c'est elle le bourreau, eux ils sont juste les exécutants, enfin les services compétents sont juste les exécutants, ils sont idéologiquement ils sont raccord avec la ligne du parti, ils ont tous suivi des cours intensifs de marxisme-léninisme. Mais ils n'en sont pas moins humains. Et ils sont, par exemple, pour prendre un des personnages les plus importants, le lieutenant Ivanov, c'est quelqu'un qui réellement croit à la rééducation, plus qu'à la punition. Et donc il va chercher à sauver ce qu'il y a de sauvable dans ce criminel, intellectuel criminel. Il va essayer par
par la carotte ou le bâton, à le faire rentrer dans le droit chemin. C'est pas un mauvais bougre, c'est pas un sadique. Il ne prend pas plaisir d'ailleurs à arrêter les gens, spécialement arrêter les gens. Il prend pas plaisir. Des fois, il est obligé. Des fois, il est obligé de dire si vous n'arrêtez pas, vos enfants auront des problèmes. Quand il dit ça, il est gêné. Au fond de lui, il est gêné. C'est pas des méthodes qu'il affectionne. Mais il est de temps en temps, on est bien obligé. On est bien obligé d'en passer par là avec ces espèces d'intellectuels insupportables. Voilà. À partir du moment où j'ai trouvé cette attitude, et j'ai lu beaucoup de mémoires d'anciens du KGB qui sont alors, juste après la perestroïka, il y a beaucoup de colonels, de généraux qui ont raconté leur enfance au KGB, comment ils ont étudié à l'école supérieure du KGB, ce genre de choses. C'est passionnant, c'est passionnant. Ensuite, toute cette littérature a disparu. Aujourd'hui, plus personne. Aujourd'hui, le FSB, d'ailleurs, est beaucoup moins élégant, on va dire, que ne l'était le KGB de mon enfance. Ces généraux, ces anciens du KGB racontent leur vie quotidienne, racontent leurs doutes face aux changements historiques auxquels ils assistent, face au réchauffement post-stalinien, face à ces gris-gris occidentaux qui arrivent par millions, qui tombent comme une sorte de malédiction sur ce pays qui déferle, voilà. Il y en a qui disent oui, il faut à tout prix qu'on arrête, qu'on chasse le Big Crystal. Le Big Crystal, les gens auraient vendu mais tout pour avoir un Big Crystal. Vous imaginez pas. Donc faut qu'on arrête ce trafic parce que c'est moralement le Big Crystal compromet l'homme communiste. Dit comme ça, c'est étonnant. Donc quand on lit ça comme ça, quand on lit, évidemment, on ne peut que partir d'un fou rire. Enfin, c'est inconcevable autrement. Et il se trouve que c'est le matériau que j'affectionne le plus. Dans tout ce que j'ai écrit avant, en général, ce que j'aime, c'est un peu voilà le sérieux grotesque, c'est-à-dire quelque chose, l'humour froid où on n'est pas dans le gag, mais il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas drôle, mais si on prend un peu de hauteur ou un autre angle, ça devient terriblement drôle. C'est un peu ma marque de fabrique. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai peut-être la bonne attitude, j'ai le bon ton pour en parler. Et puis aussi parce qu'il y a quand même une chose qui est assez rigolote, peut-être presque prémonitoire, c'est que le lieutenant Ivanov, quand il croise pour la première fois ma mère, quand il vient faire la perquisition en septembre 1965, moi j'ai 9 mois, et je suis là, et ma mère, avec un instinct implacable, me prend dans mon berceau et me fourre dans les bras du lieutenant. Alors pourquoi elle fait ça ? Tout simplement pour déstabiliser ces espèces de types qui sont venus lui pourrir la vie, évidemment. Et elle comprend que tout à coup sa vie a basculé, et il faut, quand on vient faire une perquisition, il y a beaucoup d'objets qu'il ne faut surtout pas que les services compétents trouvent, et pour ça, il faut déstabiliser l'adversaire. C'est la méthode de ma mère, et elle ne trouve rien de mieux que de me saisir et de me, au prétexte de mettre en ordre le berceau, de me fourrer dans les bras du lieutenant, et donc je peux dire que je suis la mascotte du KGB à ce moment-là. Et ils m'ont vu naître, d'ailleurs, les gens du KGB, puisque l'appartement déjà été mis sous écoute, sur écoute, et ils suivaient la progression, enfin dire, de la famille Siniavski. Ils savaient qu'elle allait s'agrandir, et donc quand je suis né, ils étaient déjà en place, et ils ont sûrement commenté mon prénom, etc., etc. Et plus tard, ce qui est drôle aussi, c'est que le lieutenant Ivanov reviendra, alors il est monté un petit peu en grade, quelques années plus tard, il sera capitaine, il reviendra rendre visite à ma mère et à moi,
Alors c'est une visite, on va dire, de routine, d'inspection en quelque sorte. Et puis c'est toujours le communisme à visage humain, hein, c'est-à-dire on ne vous réveille pas à grands coups de botte dans la porte avec le pistolet sur la tempe, un peu comme Tintin au pays des soviets, mais ce qui était réel, hein, c'est à peine exagéré dans Tintin au pays des soviets. On présente une sorte de communisme humaniste, et donc il vient solliciter ma mère pour lui faire miroiter une libération anticipée si jamais mon père en fait la demande. Donc ce qui équivaudrait à avouer sa culpabilité quelque part. Donc il a plaidé non coupable au départ, et puis si jamais il écrit une bonne lettre en bonne et due forme à qui de droit, en disant voilà, je me conduis bien au goulag, je porte bien mes sacs de charbon, je suis un détenu modèle, est-ce que vous voudriez bien me libérer par avance? Et le capitaine Ivanov fait comprendre à ma mère que c'est bon, c'est dans la poche, s'il écrit cette lettre, il sera libéré. Évidemment, il n'y en est pas question. Ma mère fait semblant qu'il en est question pour obtenir un rendez-vous supplémentaire au camp avec mon père, mais ça c'est une autre histoire, enfin je le raconte. Toujours est-il que le capitaine Ivanov m'amène un jouet, il m'offre un jouet. C'est une petite voiture. Et voilà, donc je raconte tout ça. Et parce que quelque part, il me surveillait aussi. Je suis par ricochet dans devenu un peu leur mascotte, peut-être. Mon humour, est-ce qu'il doit à mon père? Oui, incontestablement il doit à mon père, ne serait-ce que parce qu'en rentrant du camp, donc j'ai 6 ans quand il rentre, je vois un inconnu, barbu, qui louche, sans dents, un petit vieux, qui rentre et qui me regarde tout le temps en souriant. Je me dis, bon, je savais que c'était mon père, mais je le connaissais pas. Je lui montre mes jouets, il a l'air plutôt indifférent, tout en souriant, avec la larme à l'œil, mais ça on peut comprendre, il vient de me voir après quelques années. Et là, je lui montre les premiers récits que j'écris. C'est-à-dire, à l'âge de 6 ans, j'étais déjà en train d'inventer des histoires de pirates, des choses comme ça, des trucs enfantins, très amusants. Et là, il dit, mais c'est génial, Yegor, je vais te faire découvrir plein de choses. Et il me fait découvrir Kipling, Gogol, Pouchkine, etc., etc., etc. Et je tombe red dingue de mon père, de la littérature, en même temps. Et il avait toujours ce regard un peu distant sur... il avait toujours la bonne distance par rapport à l'événement qu'il aimait raconter. Et je crois que, sans qu'il me l'apprenne, je pense que c'est la bonne attitude pour un écrivain, pour un artiste en général, qu'on soit photographe par exemple, où il faut avoir l'art de voir les choses et aussi l'art de prendre la bonne distance, la bonne focale, la bonne... et il s'englobait d'ailleurs lui-même dans cette vision qu'il avait il avait un regard, enfin il pratiquait l'autodérision comme on dit aujourd'hui, assez volontiers. Et puis, bah, alors forcément, quand on a été biberonné à Gogol ou ensuite plus tard Maupassant ou Marcel Aimé, c'est sûr que vous avez un regard un peu qui aime l'ironie, etc. Voilà, le sarcasme. Alors, je me suis vraiment lancé dans la littérature quand mon père était malade. Il était au stade terminal de son cancer. Et je l'accompagnais tous les jours à l'Institut Curie. Il ne parlait pas français, et donc il fallait bien que quelqu'un s'en charge. Et je le voyais dépérir. D'un côté, je me dis, ah mince, alors il y a un écrivain qui s'en va. Il fallait absolument, j'avais des envies bien sûr d'écriture depuis très longtemps, il fallait absolument qu'un écrivain le remplace. Quelque part. Et donc là, c'était presque une mission, voilà, je me suis mis à écrire. Et au moment de signer mon premier roman, je me suis dit, bon, bah, si je mets Signevski, ça fait bizarre, parce que Signevski, j'ai rien contre, mais il existe déjà un écrivain qui s'appelle Signevski, et c'est mon père. J'étais un peu gêné. Donc c'est la première
Première raison. Deuxième raison, je me suis dit, connaissant le milieu journalistique un peu, je me suis dit, ah, ça va être immanquable, si je signe Signevski, on va me coller l'étiquette russe tout de suite et ça sera indélébile. Or, il se trouve que je n'avais, à l'époque, et en général, j'ai pas spécialement envie de raconter des histoires sur l'Union soviétique ou la Russie. Il se trouve que là, les services compétents, on peut dire c'est le deuxième livre sur 14 dans lequel je parle de la Russie. Dans les 12 autres, je ne parle pas du tout de la Russie. Voilà, donc j'avais très très peur d'être classé comme ça, catalogué. Et puis troisième raison, un peu bête, mais j'aime beaucoup entendre comment sonnent les choses. Il se trouve que ma femme s'appelle Gran, son nom de famille est Gran, et j'ai trouvé que Yegor Gran, ça sonnait vraiment formidablement bien. Et donc je lui ai demandé la permission, elle m'a dit bah ouais d'accord, sans même vérifier ce que j'écrivais. Et donc j'ai mis Yegor Gran sur mon manuscrit, je l'ai envoyé à 5 éditeurs à l'époque, POL, Gallimard, bon, et Paula Tchaikovsky-Laurent m'a appelé 2 semaines après que j'ai posté mon manuscrit, et c'était l'archange Gabriel qui me disait que j'étais enceinte de mon premier roman, et c'était absolument génial. Voilà. Malheureusement, mon père n'a pas connu Yegor Gran écrivain. Il est mort avant. Voilà, il est mort avec l'idée triste, hein, selon lui, que je n'étais qu'un ingénieur. J'ai fait des études de mathématiques, de physique, et il se lamentait. Lui qui m'avait tellement donné en amour de la littérature, en partageait tellement de choses, se désolait que j'ai choisi ces études techniques plutôt que la voie littéraire. Mais je me suis soigné depuis.